DW. L'arbre à palabres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du magazine Sous l'arbre à palabres. Créée le 28 mai 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est une organisation intergouvernementale ouest-africaine qui a pour principale mission de coordonner et de promouvoir la coopération et l'intégration en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO compte aujourd'hui 15 États membres, même si un 16e État, le Maroc, souhaiterait faire partie donc de l'institution. Sa mission s'est progressivement muée. Elle est devenue au fil des ans un acteur incontournable dans la résolution des crises, des conflits politiques en Afrique de l'Ouest. Car on se rappelle qu'en 1990, son pouvoir est étendu ou a été étendu au maintien de la stabilité régionale, au maintien de la paix, avec la création de l'ECOMOG, un groupe militaire d'intervention qui est devenu permanent en 1999. Depuis, la CEDEAO s'est impliquée dans plusieurs crises, au Togo, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, en Gambie, au Bénin et actuellement au Mali, avec donc la gestion de l'après-putsch du 18 août dernier. Pour beaucoup d'analystes, la CEDEAO est sans doute l'un des meilleurs élèves, sinon le meilleur élève de l'intégration régionale en Afrique. Elle apparaît comme l'une des communautés économiques régionales les mieux loties, mais ses actions sont fortement critiquées et nous allons en parler dans ce débat avec nos invités qui sont au téléphone. Yves Ekwe Amaizo, économiste, directeur de Afrocentricity Think Tank, un groupe d'influence et de réflexion sur l'Afrique. Bonjour Yves Ekwe Amaizo. Bonjour de Vienne. Second invité, deuxième invité, Brema Elidiko, sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également en compagnie de Mamadou Aliou Bari, chercheur en géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et consultant international sur les questions de paix, de sécurité et de défense. Et il est aussi auteur, Monsieur Bari, de nombreux ouvrages. Bonjour. Bonjour. Enfin, le quatrième invité, Boubacar Salif Traoré, directeur Afrique Globe, conseil et spécialiste du Sahel. Bonjour, Monsieur Traoré. Bonjour, Monsieur Topona. À la modération de ce débat, Eric Topona, merci de rester fidèle au programme de la DW. DW. Nous allons donc commencer avec Brema Elidiko qui est donc en direct de Bamako. La CEDEAO qui a organisé le mardi 15 septembre dernier une autre session, un autre sommet extraordinaire consacré à la crise au Mali. Première question donc, Brema Elidiko, est-ce que vous êtes satisfait ou bien vous avez été satisfait par les conclusions du dernier sommet extraordinaire d'Accra? Bon, satisfait en réalité, ce serait plutôt juger ce qui se passe, c'est-à-dire que moi je ne m'attendais pas à mieux, je ne m'attendais pas forcément à moins, parce que la CEDEAO avait été très claire, conformément à son protocole de bonne gouvernance qui date de 2001, pour demander une transition civile. Or, les résolutions des différentes concertations au Mali ont été un peu vagues sur cette question, parce que il y a eu le mot ou, civil ou militaire, et par conséquent, cela ne convenait pas à la CEDEAO et donc elle est restée un peu sur sa position. En tout cas, du côté de la junte au pouvoir, je pense qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure là-dessus. Au contraire, parce que même le Conseil national de 121 membres qui a été proposé a été d'une certaine manière rejeté par la CEDEAO, même si ce n'est pas explicitement mentionné. Parce que la CEDEAO recommande simplement de mettre fin à l'acte fondamental pris unilatéralement par la junte et ensuite de se contenter de nommer un président civil, qui pourrait éventuellement être secondé par un président militaire, mais qui ne peut en aucun cas remplacer le président civil. Donc, de ce point de vue, on n'a pas véritablement avancé parce que la junte doit discuter avec... j'imagine le M5 et les autres forces vives de la nation pour voir... Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la CEDEAO est restée quand même constante depuis le putsch militaire, même si elle n'a pas réussi jusqu'à présent à faire nommer un civil à la tête de la transition? Alors, oui, elle est restée constante, conformément à ses principes, mais elle a quand même évolué parce qu'elle a accepté, par exemple, le principe de nomination d'un vice-président, ce qui, dans notre constitution,
n'existe pas. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, la durée de la transition, elle avait proposé 12 mois, donc on est quand même passé à 18 mois. Ce principe a été accepté. Donc c'est pour dire qu'il y a une certaine évolution notoire et puis elle est quand même ouverte. Elle est ouverte. Elle demande simplement d'autres mesures de bonne foi de la part de la jeune pour pouvoir lever les sanctions. Et là, la CEDEAO recommande la libération sans condition des personnalités politiques arrêtées, notamment le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, plus maintenant les dignitaires, les hauts gradés de l'armée qui sont toujours détenus à Kati et qui pour le moment ne font pas l'objet d'un mandat de dépôt, donc on fait l'objet d'une arrestation extrajudiciaire. De dépendre en tout cas la qualité de la D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure, comme je le disais dans le sommaire, dans l'introduction, on va revenir tout à l'heure dans le milieu de ce débat sur les critiques formulées à l'encontre de la CEDEAO. Yves Ekwe Amaïzo, une réaction par rapport aux résultats jusqu'à là obtenus par la CEDEAO dans le cadre du règlement de la crise politique au Mali? Moi, je dirais plutôt que la CEDEAO vient de comprendre qu'elle ne respecte pas elle-même les textes qu'elle s'est donnés, notamment le protocole additionnel qui porte sur démocratie, gouvernance, notamment tout ce qui est règlement des conflits, maintien de la paix et de la sécurité. Ça, c'est la première chose. Et que finalement, je pense que ces chefs d'État l'ont lu et relu. Et ils ont vu à quel point ils se sont éloignés des peuples, que ce soit dans ce cas Mali, mais plusieurs autres peuples, dont le Togo. Oui, on va revenir sur le cas Togo ou des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais apaisantissons-nous actuellement sur la médiation donc, au Mali. Et donc cette médiation, du coup, en ayant lu ce document, il y a donc eu, ce qui a été dit par le précédent intervenant, il y a eu des améliorations lors des propositions faites par les représentants du Mali. Donc c'est déjà un très bon point. On n'est plus dans la menace, on n'est plus dans la sanction qui souvent pose des problèmes de défense, non pas des intérêts des peuples africains, mais des intérêts étrangers, privés et publics. D'accord. Alors Mamadou Aliou Bari, une réaction par rapport aux résultats jusqu'à là engrangés par la CEDEAO dans le cadre de la crise malienne? Bon, moi je suis personnellement pas très surpris des difficultés de la CEDEAO à régler les problèmes de stabilité en Afrique de l'Ouest. Moi j'ai toujours comparé la CEDEAO à une équipe de football. Il faut savoir que la construction collective, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, connaît beaucoup de difficultés. Vous prenez une équipe de football, vous avez, admettons, 11 joueurs. Si chaque joueur n'est pas compétent, n'a pas une vertu technique, tactique, comment vous pouvez demander à cette équipe d'aller gagner une Ligue des Champions? Le problème aujourd'hui de la CEDEAO, c'est qu'il faut que les gens comprennent que la CEDEAO, c'est une association de plusieurs États. Et si vous prenez les 15 États qui constituent la CEDEAO, vous comptez au bout des doigts les États qui sont vertueux en termes de gouvernance. Oui, là aussi, politique. M. Barry, on va en reparler dans quelques minutes, mais je voulais juste que vous vous prononciez sur les résultats jusqu'à là obtenus dans le cadre de la crise malienne. Non, dans le cadre de la crise malienne, la CEDEAO, en fait, vous avez rappelé tout à l'heure que la CEDEAO a été créée en 1975 au temps de la guerre froide. L'objectif, c'était une intégration économique. Et puis, elle s'est confrontée au problème d'instabilité politique. Donc, elle n'a pas de réponse aujourd'hui sur cette instabilité politique parce que les États membres eux-mêmes, comment voulez-vous, par exemple, j'ai vu une photo de M. Alpha Condé avec la junte au Ghana. Qu'est-ce que vous voulez que M. Alpha Condé donne comme conseil à la junte en termes de gouvernance démocratique? D'accord. Boubacar Salif Traoré, la CEDEAO est restée en avant depuis le putsch et même avant. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats jusqu'à là obtenus? Moi, personnellement, je suis satisfait parce que la première chose qu'il faut retenir, c'est que le dialogue continue à demeurer. Que ce soit du niveau de la junte ou au niveau de la CEDEAO, les différentes parties se parlent. Et il y a des avancées, quoi que l'on dise. La durée, comme l'a dit Brema Elidiko, la durée de la transition a été revue. Il y a plusieurs choses qui ont été acceptées. Ensuite, il ne faut pas oublier que la CEDEAO est une organisation sous pression. Sous pression, pourquoi? Parce que le théâtre malien est composé d'acteurs hétéroclites. On a différentes organisations. Et aujourd'hui, à l'intérieur du Mali, il n'y a même pas de consensus pour l'instant. Donc la CEDEAO tente de jouer, en tout cas de jouer sa partition en essayant d'être constante dans ce qui se passe, mais à ne pas être sourd
à la difficulté malienne. C'est ce que j'ai dit au début de la crise. Il est très important de comprendre la scène politique malienne. Oui, même si actuellement les Maliens, beaucoup de Maliens, hein, et même au-delà du Mali, critiquent justement la gestion de cette crise par la CEDEAO. C'est tout à fait normal. Les critiques sont normales parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert de la mauvaise gouvernance. Ce peuple aspire à autre chose. Il y a beaucoup de discussions autour de la présence des forces internationales, mais il ne faut pas oublier que la CEDEAO a toujours été aux côtés du Mali. Dès les premières heures, en 2013, c'est la CEDEAO, la première, qui s'est présentée sur le théâtre malien. Et c'est ça qui a donné l'occasion à ce que d'autres forces arrivent. La CEDEAO plus le Tchad, ne l'oublions pas, qui ont été les premiers à se manifester sur le théâtre malien. Donc les critiques sont normales, mais ce qui est important, c'est qu'on continue dans le dialogue et que le processus avance. On voit aussi un changement de dimension. La présidence nigérienne, qui était une présidence dirigée du côté du Niger, on voit un changement avec l'arrivée d'anglophones à la tête de la structure du président ghanéen qui a tout de suite pris le taureau par les cornes en invitant justement cette junte à parler directement et en mettant tout sur la table. Moi, je pense qu'il y a vraiment des avancées. Alors, Yves Ekwé-Amaezo, la CEDEAO est considérée par beaucoup d'observateurs, par beaucoup d'analystes, comme l'un des meilleurs élèves, sinon le meilleur élève de l'intégration régionale en Afrique. Cependant, elle est critiquée ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. Vous savez, il faut comparer ce qui est comparable. J'ai eu la chance justement de circuler dans toute l'Afrique. Et quand ce que vous dites n'est pas tout à fait exact pour la région australe, notamment en matière économique par exemple. Et puis on peut voir aussi la région d'Afrique de l'Est qui est beaucoup plus en avance sur certains domaines. Donc ça, je laisserai de côté. Par contre, ce qu'il faut surtout dire, moi je pense j'ai retenu 3 ou 4 points très importants qui vont élargir ce que nous discutons. Je ne veux plus rester sur les petites activités d'amélioration ou pas, de débat ou pas, c'est obligatoire. Ce n'est pas la CEDEAO à décider au nom des peuples. C'est le point fondamental. Le peuple africain a un problème culturel. Ils sont persuadés que pour résoudre un problème national, il faut partir ailleurs. Que ce soit les Nations Unies, l'Union africaine, ici la CEDEAO, etc. Et tant que cela est valable, on est persuadé que celui qui va venir, donc CEDEAO en l'occurrence, va le résoudre de manière la plus, disons, intéressante pour le peuple. Ce n'est plus le cas. C'est ça le problème de fond. Ce n'est plus le cas. Et en plus, c'est à géométrie variable. Ça change suivant les pays, suivant les conditions. Et la notion de pression dont on parlait tout à l'heure est importante parce que qui finalement donne cette pression-là ? Oui, donc vous pensez qu'il y a une sorte de 2 poids, 2 mesures. La CEDEAO prend des mesures fortes dans certains pays et reste silencieuse dans d'autres. Je ne vais pas accuser une institution. L'Afrique a besoin d'institutions stables. Donc ce n'est pas l'institution CEDEAO qui est en cause ici. Regardez les textes de la CEDEAO, et ce sont des textes qui sont très bons, très bons. C'est la mise en œuvre, l'application qui ne va pas et qui justement revient à votre géométrie variable. Et je vous dis... Oui, mais donnez-nous des exemples. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la CEDEAO ? Il y a 2 choses. Il y a le poids que nous donnons à une institution qui est censée organiser le consensus. Non pas prendre des décisions, mais organiser le consensus. C'est ce que le président ghanéen vient de comprendre. Il a organisé le consensus, il a invité les acteurs à parler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe qu'on avance. On avance selon ce que veulent les gens au niveau national. Maintenant, il faut qu'au niveau national... Pour vous donner des exemples, Yves Ekwé-Amaezo, un auditeur, pendant que je préparais ce magazine, me disait que, par exemple, au Togo, la CEDEAO a été moins exigeante, elle a été même quasiment bienveillante à l'égard du pouvoir Yansimbé. Est-ce que vous partagez son appréhension ? Encore une fois, il n'est pas question de mettre en cause une institution. Ce sont des individus qui sont là-bas. Ces individus ont été placés, vous savez, ce n'est pas sur une base démocratique. Ce qui est important, c'est de noter, c'est est-ce qu'ils subissent ou pas des pressions extérieures, voire intérieures. Et ces pressions, dans le cas du Togo, sont énormes. Togo est un centre géographique militaire pour la France, et donc il ne faut pas se faire des idées sur ce qui se passe. C'est ça que j'essaie de montrer. Il faut arrêter de nous faire croire que ça se passe dans les discussions de salon. Ce n'est pas vrai. Il y a des intérêts fondamentaux de passage de munitions, d'armes qui passent par le Togo pour aller juste au Mali, justement. Et les grands intérêts ne peuvent pas oublier ou laisser tomber cela. Il faut le mettre dans la discussion. Et ça a des influences sur comment maintenant, soit la junte, soit d'autres qui vont diriger demain matin, vont agir. Oui, je vais donner la parole à Brema Elidiko. Que pensez-vous justement des critiques récurrentes de ces derniers jours, de ces dernières semaines contre la CEDEAO, accusée d'être un syndicat de chefs d'État qui ne font que gérer leurs intérêts au gré des circonstances ?
Alors, 2-3 éléments. Le premier, c'est que la CEDEAO n'est pas une entité quand même homogène, parce que dès le début, on a vu le président Macky Sall du Sénégal, le président Issoufou du Niger, le président Kabore du Burkina et le président guinéen-bissauien qui ont insisté à ce qu'il y ait un allègement des sanctions. C'est pour ça qu'on continue à importer les vivres, les médicaments et les carburants. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde au sein de la CEDEAO. Il y a plutôt Alpha Condé de la Guinée et Alassane Dramane Ouattara qui est de Soukoua, président de l'UEMOA, donc l'institution aussi à laquelle le Mali appartient, qui ont plutôt peur un peu de l'effet de contagion de la crise malienne, parce que aussi chez eux, il y a des manifestations donc qui tiennent un peu donc l'aile dure. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, les réactions des Maliens se comprennent pourquoi. Parce que le pays vit une situation exceptionnelle depuis 2012. On contrôle que 15% ou 20% du territoire. Nous avons l'État islamique au Grand Sahara, nous avons le groupe de soutien à l'islam musulman qui occupe 80% du territoire. Sans compter que le coronavirus est passé par là, donc les frontières étaient fermées. Un pays qui est enclavé, qui dépend des ports justement des pays de la CEDEAO, notamment les ports de la Guinée, du Sénégal et donc de la Côte d'Ivoire. Tout cela met donc une certaine pression sur l'économie. Il y a une certaine flambée des prix. On n'arrive plus à exporter donc le bétail vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et donc les gens ont peur. Et donc pour les Maliens, la CEDEAO doit plutôt voir la souffrance des Maliens, l'accompagner et accompagner le processus et non plus simplement se cramponner sur des principes qui par ailleurs sont salutaires, bien entendu. D'accord. Mamadou Aliou Bari, on a beaucoup entendu de la part de nos auditeurs ou même des analystes que la CEDEAO n'a pas été exigeante en Guinée, Conakry, en Côte d'Ivoire, au Togo. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec un des prédécesseurs avant celui qui vient d'intervenir là sur le fait que d'abord Yves Ekouya Maizo. Voilà, tout à fait. Il a parfaitement raison de dire que ça se joue d'abord sur le national. Comment voulez-vous la CEDEAO n'est que le reflet de l'ensemble des États qui la composent. Et si vous prenez les organes qui composent aujourd'hui la CEDEAO, vous avez la conférence des chefs d'État, qui est l'ensemble des chefs d'État qui dirigent, c'est eux-mêmes qui désignent le président en tournant pour un an le président de la CEDEAO. Vous avez après la commission et puis... Mais si vous prenez toutes ces structures-là, il n'y a aucune représentativité réelle. Mais n'empêche que certains chefs d'État, quand même membres de la CEDEAO, sont courageux. On se rappelle des derniers propos du président nigérian ou du Bissau-Guinéen. Ils se démarquent quand même des autres. Mais écoutez, vous prenez sur les 15 États qui sont membres de la CEDEAO, vous comptez au bout des doigts les pays qui sont vertueux en termes de gouvernance économique et de gouvernance politique. C'est-à-dire, je pense que la CEDEAO aurait à gagner de dire qu'on fixe des critères. Il a raison de dire, par exemple, celui qui est intervenu, pour dire, vous lisez tous les textes de la CEDEAO, ils sont magnifiques, le protocole, il est formidable, mais c'est l'application qui pose problème. Comment voulez-vous que, par exemple, au Togo, la succession, elle est pratiquement familiale depuis l'indépendance. Il y a des États, même il y a jamais à diriger la CEDEAO. Comment voulez-vous qu'on ne mette pas des critères pour dire ne peut diriger la CEDEAO que quelqu'un qui représente un pays qui est vertueux en termes de gouvernance politique et économique. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas la CEDEAO. Oui, mais Mamadou Aliou Bari, dans la zone CEDEAO, il n'y a peut-être que 2 pays qui ne sont pas vertueux. Peut-être 3 au maximum. Écoutez, citez-moi les pays. Moi, si vous m'enlevez le Sénégal, le Cap-Vert, dont personne n'en parle, le Cap-Vert, c'est l'un des pays les plus vertueux en termes de gouvernance politique et économique. Bien sûr que les gens n'en parlent pas, mais c'est un pays qui fonctionne. Il y a eu des alternances. Même au Libéria, il y a eu des alternances. Mais vous prenez aujourd'hui, par exemple, dans la situation actuelle de la sous-région, comment voulez-vous mettre dans la même délégation M. Alpha Condé, M. Ouattara, M. Yasembe Adema pour parler de la crise malienne? C'est ça que je dis. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas la CEDEAO qui est en cause en tant qu'organisation, mais c'est les États membres qui posent problème en interne. Et celui qui intervient, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le problème, il est d'abord national en Afrique de l'Ouest. Avant d'aller vers la régionalisation, il faut qu'il y ait des critères quand même qui soient acceptés en termes de gouvernance. Par exemple, on ne doit plus accepter à la tête de la CEDEAO le représentant d'un État qui bafoue tous les principes démocratiques. C'est ça le problème. DW.
Vous écoutez toujours le magazine Sous l'arbre à palabre. Récemment, plusieurs leaders de la société civile en Afrique ont même proposé que la CEDEAO puisse insérer dans ses statuts la question du troisième mandat qui polarise en ce moment les débats. Boubacar Salif Traoré, comme l'a dit récemment au cours d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président bissau-guinéen, Embalo, il a dit que les troisièmes mandats peuvent aussi être considérés comme un coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que effectivement, il y a un énorme problème de timing. Quand on regarde par le passé, les choses ont énormément évolué. Actuellement, on ose dire les choses. Il y a quelques années, personne ne s'imaginait qu'entre chefs d'État, on pouvait évoquer cette question-là. Donc, les choses commencent à arriver. Et comme ça a été dit, il faut obligatoirement qu'en interne, qu'il ait des structures fortes. Il ne faut pas oublier que la marge de manœuvre de la CEDEAO est une marge de manœuvre très limitée, non seulement en termes de moyens financiers. Quand on regarde, lorsque la faute provient des pays comme la Côte d'Ivoire, qui représente 40% de l'espace UEMOA, ou du Nigeria, qui est la première économie africaine, la CEDEAO a une marge de manœuvre très limitée. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait un effort au niveau national. Et je pense que l'exemple malien doit servir justement aux autres peuples d'Afrique. Parce que ce sont les Maliens qui se sont mobilisés pour dire stop à la mauvaise gouvernance. Donc, à partir de ce moment-là, une fois que le travail est entamé en interne, la CEDEAO peut poursuivre justement avec ces textes. Il y a un effort à faire du côté de la CEDEAO, c'est de s'adresser le plus souvent à la société civile africaine. Mais là aussi, il y a énormément de problèmes. Au Mali, par exemple, nous avons 217 partis politiques. 217 partis politiques. En 2001-2002, il y a eu une étude qui a affirmé qu'il y aurait dans le pays plus de 40 000 associations et clubs de soutien aux organisations politiques. Donc, à qui s'adresser au final? C'est ça le véritable problème. Moi, je suis bien d'accord que tout n'est pas parfait du côté de la CEDEAO, mais en interne, il y a beaucoup de choses à revoir aussi. Et cette question du troisième mandat, est-ce qu'il faut l'inscrire dans les actes constitutifs de l'organisation sous-régionale? Bon, je pense que c'est un processus qu'il faut discuter. Bien sûr, on est contre le fait de s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est clair et net. À partir du moment où certains chefs d'État osent en parler, je pense que les peuples doivent aussi aller dans ce sens et permettre à la CEDEAO justement d'inscrire ça dans ces textes. D'accord. Yves Ekwe Amaïzo, la CEDEAO doit être plus proche des peuples? Mais bien sûr, tout mon combat n'a été que ça. L'Afrique était démocratique bien avant toute la plupart des civilisations européennes, asiatiques et même américaines. Écoutez, on n'a rien à nous apprendre, surtout en parlant du Mali avec Tombouctou. Donc on n'a rien à apprendre sur la base de la démocratie. Nous sommes les premiers à avoir associé et les anciens, et les jeunes, et les moins jeunes. Donc écoutez, là-dessus, que vous inscrivez ou pas sur le texte, c'est une bonne chose. Vous savez qu'en Afrique, nous sommes des gens de l'oralité. Donc quand on inscrit, il faut respecter. La CEDEAO et les chefs d'État ne respectent rien. Il faut qu'on soit clair sur ce sujet. Et aujourd'hui, ils ont trouvé... Oui, puisqu'ils ne respectent rien, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fixe des principes, pas plus de 2 mandats, par exemple? Mais bien sûr, mais écoutez, c'était fixé dans la constitution togolaise de 1991 et ça a été modifié combien de fois? Donc vous savez, vous fixez ce que vous voulez, vous les modifiez autant que vous voulez, et il y a toujours des arguments pour les modifier. La Côte d'Ivoire est là, la Guinée est là, le Togo est là, et puis bien d'autres encore. Oui, il faut les inscrire. Le problème n'est pas l'inscription. Je vous dis encore, nous sommes dans l'oralité en Afrique. Tout se rediscute. C'est ça le problème. Et quand on rediscute, on revient même en arrière. C'est la réaction. Ce n'est pas acceptable parce qu'on ne rend pas compte au peuple. Le peuple ne peut pas aller contre ses propres intérêts. C'est ça le fond du problème. Le peuple ne peut pas. Donc quand vous mettez une représentation aristocratique ou bourgeoise, en tout cas qui a réussi à se faire de l'argent, à se monter au pouvoir, qui va représenter que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine ou l'UEMOA ou ailleurs, ils ne peuvent pas défendre les intérêts de ce peuple. Donc il y a un problème d'inclusivité. Et quand on dit inclusivité, c'est pas des mots. C'est pas des mots. C'est pour ça que les transitions sont nécessaires. Et les transitions ne peuvent pas être de courte durée. Si vous faites des transitions beaucoup trop courtes, qu'est-ce qui se passe? Le système ancien va se réorganiser. Donc vous êtes contre la courte transition proposée au Mali, c'est ça? Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Sinon, rien ne va fondamentalement changer. L'ancien système va se régénérer et va revenir sous plusieurs formes. Écoutez, les opportunistes africains, on les connaît. Les légitimateurs africains, on les connaît.
Il faut minimum 18 mois, sinon 24 mois. Et on peut les structurer, on peut les expliquer, on peut même les budgétiser. C'est 3 fois 6 mois. On y travaille beaucoup, nous, sur ces activités. Il faut 3 fois 6 mois. Vous ne pourrez pas modifier les institutions maliennes en moins de 6 mois. Sinon, surtout la justice. Et il faut rendre compte, il faut un mécanisme de rendre compte aux populations. C'est ça le fond du problème. Nous devons rendre compte à nos populations. Et les populations ont leur mot à dire. On trouvera la formule, ce soit par le vote, par telle ou telle forme. Et deuxième chose, l'éthique. Ok, un de nos invités nous a lâché, on va peut-être essayer de le rappeler. Brema Elidiko, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Oui, on l'a vu au début des manifestations, la CEDEAO était très impliquée au Mali, mais elle était du côté du pouvoir IBK. Est-ce qu'il ne faudrait pas de façon globale que cette institution sous-régionale puisse être du côté du droit, du côté des populations? Vous savez, c'est tout le défi, ce que disait tout à l'heure mon confrère Boubacar Fall-Traoré et les prédécesseurs. En fait, le problème, c'est qu'au niveau de tous les pays, il y a des choses à revoir. De façon générale, la CEDEAO doit prévenir les actions de coup d'État ou d'autres actions de force, qu'on peut les qualifier, c'est pas des coups de force ou des démissions militairement assistées, peu importe les terminologies qu'on va trouver. Il est nécessaire de travailler sur les dynamiques internes pour pouvoir prévenir tout ce qui va arriver. Parce que ce qui est arrivé au Mali, c'était des choses assez prévisibles parce que les élections présidentielles, par exemple, de juillet 2018, ont permis à IBK de briguer un second mandat. Mais ces élections ont été contestées par son principal challenger, Soumaïla Cissé, et d'autres personnes s'étaient réunies avec lui pour créer le Front pour la sauvegarde de la démocratie. La CEDEAO avait en son temps dépêché une mission qui avait recommandé la relecture du fichier électoral, son actualisation et même la relecture donc, de la loi électorale, etc. Mais ces recommandations, on les a gardées dans les tiroirs. Et entre-temps, quand même, le Mali a organisé les élections législatives de mars et avril 2020. Pourtant, la CEDEAO, elle n'a pas crié. Elle était quand même informée de la tenue de ces élections. Et donc, elle aurait pu, par exemple, anticiper pour dire, mais non, attention, on a fait des recommandations, nous, on ne veut pas de problème. Ça, c'est par exemple le premier élément. Mais l'autre élément, c'est que pour le cas spécifique du Mali, depuis 2005, nous avons un bureau du vérificateur général qui, chaque année, produit des rapports qui font état des malversations financières. Et entre 2005 et maintenant, ça s'élève environ à 730 milliards d'après un rapport canadien. Et on fait le cumul. Mais pourtant, les affaires au niveau de la justice n'avancent pas véritablement. Et c'est pour ça que la CEDEAO peut être aussi un peu regardante sur ces genres d'affaires parce que la question de l'impunité, la question de la relecture du fichier électoral, ça pose toujours des problèmes, que ce soit au Mali ou en Guinée ou dans d'autres pays, ce sont des choses qui reviennent toujours. Et donc pour moi, la CEDEAO doit œuvrer à ce que son protocole de bonne gouvernance-là puisse vraiment être appliqué dans les faits. Et que donc si un président de la CEDEAO enfreint à cela, qu'on puisse le rappeler un peu à l'ordre, quoi, attirer son attention sur la nécessité d'appliquer ces recommandations pour éviter justement qu'il ne soit chassé par des militaires.
Alors, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de ce débat. Yves Amaïzo, un mot de conclusion. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous proposez comme piste pour améliorer justement la gouvernance, le fonctionnement de la CEDEAO? Écoutez, la CEDEAO a suffisamment de textes. Il a suffisamment de textes qui permettent de soutenir et de défendre des positions du peuple. Je vous donne 3 exemples rapidement. Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, transparentes. Mais quand ça se marche, ça fonctionne sur la base de la contre-vérité des urnes. C'est-à-dire qu'on a volé les élections, la CEDEAO est silencieuse. Bon, on nous dit aussi que, et ce que je vous dis, c'est l'article 1er du protocole additionnel de la CEDEAO. Je n'invente rien. Tout changement anticonstitutionnel est interdit. On veut un mode démocratique. Ça aussi, ça fait partie du protocole additionnel. Mais quand les chefs d'État de la zone remettent les soi-disant compteurs à 0, et comme au Togo font maintenant 4 mandats, la CEDEAO est silencieuse. Un autre exemple, on nous dit dans ce protocole, la participation populaire aux prises de décision, respect des principes démocratiques, décentralisation au niveau même des gouvernants, que une partie du peuple soit représentée, et quand ce n'est pas fait, la CEDEAO est silencieuse. Vous voulez quoi comme résultat? Mais il n'y a que la force pour pouvoir modifier cela. C'est pour ça qu'il y a des coups d'État. Il ne faut pas commencer par dire le coup d'État est bon ou n'est pas bon. Le problème ne se pose pas là, le problème se pose en amont. Pourquoi on est arrivé au coup d'État? Il n'y a pas de coup d'État qui devrait arriver ni au Togo, ni au Mali, ni ailleurs. L'organisation africaine n'est pas basée là-dessus. Elle est basée sur la solidarité et donc le respect ou la représentation de l'ensemble des membres. Cette représentation ne fonctionne plus, ni entre les générations, ni même au niveau des ethnies. Et un petit groupe, une oligarchie s'est accaparé tout ceci, souvent sur la base de la corruption, et vient donner des leçons à tout le monde. Donc quand un mouvement se met en place comme au Mali ou ailleurs, qu'elle accompagne cela, c'est-à-dire qu'elle écoute d'abord les intervenants. Le coup d'État n'est pas venu par hasard, c'est toute une histoire. Et c'est très important de ne pas le limiter au niveau de l'Afrique, parce que les intérêts étrangers sont les principaux acteurs de tout cela. Regardez pourquoi il y a de moins en moins d'attentats ou de difficultés au nord du Mali ces temps-ci. Il faut se poser la question, quel est le rôle exact de la France dans cette histoire des terroristes? C'est très important. Et l'origine, la Libye, c'est pas le Mali qui l'a fait, hein. Et alors écoutez, il faut remettre les choses. Il faut arrêter d'être gentil avec des gens qui ne défendent pas les intérêts des peuples africains. D'accord. Merci beaucoup Yves Amaïzo. Un mot de conclusion, Brema Elidiko, par rapport donc au thème de ce débat. Il est inéluctable de réformer tout de même, non, la CEDEAO, même si elle fait du bon boulot. Pour moi, il faut réformer la CEDEAO. Par exemple, inscrire clairement dans les textes de la CEDEAO la limitation des mandats à 2. Que cela soit très clair et que si un président, même entame des discussions pour réformer sa constitution, pour mettre un 3e mandat, que ce pays soit automatiquement suspendu. Ça, je pense que ça peut permettre de dissuader, en tout cas, d'autres personnes. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que la CEDEAO doit travailler toujours en amont, comme on l'a dit, prévenir les crises et non plus venir seulement en pompier. Parce que ce qui s'est passé au Mali peut se passer ailleurs. Il faut toujours anticiper. Lorsqu'on voit des dynamiques internes, il faut alerter le président en activité et surtout faire le suivi des recommandations qu'on fait. À chaque fois qu'il y a des élections dans un pays, il y a des recommandations. Mais ces recommandations sont toujours classées dans des tiroirs. On n'arrive pas à faire le suivi et après, lorsqu'il y a un problème, on vient, il y a des sanctions. Et ces sanctions, ce n'est pas les dirigeants qui les vivent, c'est plutôt les peuples qui les vivent. Et ça, c'est ce qui est dommage en fait. Je prends le cas du Mali aujourd'hui. 84% de la migration malienne se déroule au sein de la CEDEAO. Et pourtant, en raison de ces contraintes financières, on n'arrive même plus à faire des transferts. Pourtant, il y a beaucoup de familles qui dépendent de ces migrants. Ça, c'est juste un exemple entre autres. Ok. Mais que pensez-vous justement de la durée de la transition? Tout à l'heure, Yves Amaïzo disait qu'il faut minimum 3 fois 6 mois. Très rapidement, qu'est-ce que vous proposez? Non, pour moi, la durée, elle est correcte. C'est ce qui est issu des concertations nationales. La transition, on ne peut pas tout faire. De toute façon, il faut juste placer un peu les piliers de la refondation de la gouvernance et tout. D'accord. Alors, je veux voir ce qu'en pense Boubacar Salif Traoré. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le fonctionnement de la CEDEAO? Moi, je pense que ce soit au sein de la CEDEAO ou des États africains, il y a quelque chose de très dommageable qu'il faut signaler. C'est-à-dire, tant que les chefs d'État ne prennent pas la décision, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est très mauvais. Au sein de la CEDEAO, il faut attendre les rencontres des chefs d'État pour prendre des décisions.
Moi, je propose que lorsqu'un président est élu ou choisi, du moins pour diriger la CEDEAO pendant 1 an, je souhaiterais qu'il soit secondé par un représentant de la société civile. C'est-à-dire que le président soit le président et qu'en vice-présidence, qu'on mette un représentant de la société civile et qu'on demande justement à l'intérieur de ces États-là que la société civile s'organise pour pouvoir aussi émettre non seulement des avis, mais avoir aussi un moyen justement d'agir. Parce que quand ça se passe au niveau politique, vous comprenez bien qu'effectivement, les chefs d'État ont pour habitude de se couvrir les uns et les autres. Il y a des décisions qui ne sont pas prises. Là, on parle de la limitation des mandats dans des systèmes où on estime que les présidents sont mauvais. Et si on imagine des systèmes où tout fonctionne et que le président est bon, compétent, il fait son travail, son pays avance. Mais même en France, les mandats sont limités. Hein. Oui, les mandats sont limités, mais en Allemagne, c'est un autre système, par exemple. Oui, mais l'Allemagne, la chancelière ne joue pas le rôle du président de la République, hein, c'est ce que beaucoup oublient. Oui, le président a un rôle honorifique en Allemagne. Mais malgré ça, le mandat du président de la République en Allemagne est limité également à 2. Je pense qu'effectivement, il y a un débat à avoir là-dessus, mais on est tous d'accord, et je pense que c'est ça qui en ressort justement de cette émission, c'est qu'il faut un pouvoir de plus en plus important de la société civile africaine, et ce pouvoir-là, justement, c'est à la CEDEAO de travailler avec le peuple pour faire émerger cela. Moi, je comprends bien qu'au niveau de la CEDEAO, il y a des difficultés, mais ces difficultés-là sont aussi liées à une marge de manœuvre très limitée. Par exemple, la CEDEAO ne peut en aucun cas imposer certaines choses au-delà de la constitution interne des États. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, à partir de ce moment-là, il y a toute une organisation à avoir en interne. Cette organisation-là peut être soutenue par la CEDEAO pour permettre l'émergence d'une société civile forte. Okay. C'est cela que moi je demande. D'accord, merci beaucoup, M. Boubacar Salif Traoré. Le dernier mot, le mot de la fin va revenir à Mamadou Aliou Bari. Qu'est-ce que vous préconisez justement pour améliorer la gouvernance, le fonctionnement de la CEDEAO? Je pense qu'après 45 ans d'existence de la CEDEAO, il est temps que les États membres s'asseyent autour d'une table pour réfléchir à la réorganisation des instances dirigeantes de la CEDEAO, notamment 2 organes, je dirais même 3. L'exécutif, par exemple, le président de la commission de la CEDEAO, actuellement, il est nommé par la conférence des chefs d'État pour un mandat renouvelable de 4 ans. Je pense qu'il serait intéressant que ce dernier soit aujourd'hui recruté sur appel d'offres. L'organe législatif... Mais on vous dira que l'Union européenne aussi fonctionne de la sorte. Non, mais on n'est pas obligé de copier ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire qu'il faut se caler sur les réalités africaines. Je vais parler par exemple de l'organe législatif, le Parlement de la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO est constitué de parlementaires désignés par les parlements respectifs. Pourquoi ne pas aller à un suffrage universel direct pour qu'il y ait une élection des parlementaires de la CEDEAO directement élus par les citoyens de la CEDEAO. Le troisième organe, ça se fait en Europe, hein, c'est ça, au sein de l'Union européenne. Oui, le troisième organe, c'est l'organe à mon avis le plus important, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui tranche différents litiges. Vous savez, aujourd'hui, la Cour de la CEDEAO, elle est composée des juges détachés des cours suprêmes nationales. Mais pourquoi ne pas enlever ce problème pour que les juges soient recrutés selon leur profil, pour qu'ils soient plus indépendants? On sait très bien que dans de nombreux États africains de l'Ouest, la justice n'est pas indépendante. Donc je pense qu'il est temps, après 45 ans d'existence, que la CEDEAO réfléchisse à se réorganiser dans ces instances. Et effectivement, comme disait tout à l'heure quelque chose, il faut donner une place importante à la société civile pour qu'elle reflète les aspirations des citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Voilà le fonctionnement de la CEDEAO et les pistes de solutions pour améliorer son fonctionnement, sa gouvernance. On en a parlé dans ce magazine Sous l'arbre à palabre avec nos invités. Yves Ekwe Amaizo, économiste, directeur de Afrocentricity Think Tank, un groupe d'influence et de réflexion sur l'Afrique. Nous en avons également parlé avec le sociologue malien Brema Elidiko, qui est ancien chercheur à l'université de Bamako. Nous étions également avec Mamadou Aliou Bari, qui est consultant international sur les questions de paix, de sécurité et de défense et auteur de nombreux ouvrages. Enfin, était des nôtres Boubacar Salif Traoré, directeur Afrique Globe, conseil et spécialiste du Sahel. En tout cas, sincèrement, merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. À la présentation de ce magazine,
magazine, de ce débat. Eric Topona, et à très bientôt sur les antennes de la DW.